Notre journée de rentrée de la Mutualité française s'ouvre aujourd'hui autour de M. Larcher, président du Sénat, qui nous fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui, et de M. Thierry Baudet, président de la Mutualité française. Une première question pour vous, M. Larcher. Nous vivons une période difficile. Les fractures sociales, territoriales, mais aussi démocratiques n'ont jamais paru aussi grandes qu'aujourd'hui. Quelle réponse apporter pour essayer de réconcilier notre société ? Vous savez, nous venons de vivre pendant plus de 2 mois à la rencontre des élus locaux dans le cadre de l'élection sénatoriale. Et ces fractures territoriales, elles sont visibles, elles sont sensibles. Et elles se doublent, et je voudrais peut-être insister dessus, sur une crise démocratique. Et cette crise démocratique, au fond, c'est une perte de confiance des citoyens envers les institutions et ceux qui les incarnent. Quand on regarde le baromètre annuel de la confiance des Français dans la politique du Cevipof, on voit la méfiance. Et la confiance est une valeur pivot, me semble-t-il, en démocratie. Au fond, qu'est-ce qui tient encore le pays ? C'est un certain nombre de valeurs, qui sont la République, mais c'est aussi localement la petite République dans la grande, c'est-à-dire la commune. Et le maire est le moins touché par cette crise de confiance. Et pourtant, je disais à mes collègues, soyez vigilants. Ce qui s'est passé au municipal, en dehors de cet aspect sanitaire, peut être révélateur d'un premier décrochage pour les derniers élus qui ont la confiance majoritaire de nos concitoyens, les maires adjoints et les conseillers municipaux. En même temps, nous voyons la croissance de la violence, et ça n'est pas qu'un sentiment, et y compris vis-à-vis des élus locaux. Alors il faut qu'on réagisse. Comment on retisse les liens ? Comment on refait nation au singulier ? Comment on refait communauté nationale au singulier ? Je crois qu'il faut qu'on soit attentif au nom de l'efficacité publique. On voit bien dans les conséquences aujourd'hui de la réorganisation territoriale qu'il ne faut pas qu'on perde le lien de la proximité. Et je le dis devant le président de la Mutualité française, on a vu dans la crise sanitaire que nous avons traversée au printemps, que nous traversons toujours avec toutes ces incertitudes, combien il a été important qu'à côté de l'État, et parfois au-delà de l'État, et parfois sans l'État, il y ait eu des collectivités territoriales qui aient réagi au quotidien. Ils ont réagi aussi avec des soignants, avec des gens qui au quotidien apportent un soutien aux aînés, aux personnes âgées, aux dépendants. Et je crois que je voudrais reprendre une expression d'une directrice d'un hôpital qui s'était transformée profondément d'un hôpital plutôt modeste, de quelques lits de réa, et qui avait multiplié son nombre de lits par 4. Je lui ai dit, mais quel est votre secret ? Comment avez-vous réussi à faire que les soignants publics, les privés, les libéraux, les infirmières... Elle m'a dit, parce qu'on a cessé de lire toutes les circulaires qui nous arrivaient tous les jours. Donc il y a une réflexion. Ne me croyez pas contre les normes par principe, mais je crois qu'il faut respirer les territoires, ne pas les surcharger de normes. On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que nous faisons des propositions, le Sénat, sur ce sujet. On a besoin de plus de liberté, je le dis, pour les acteurs sociaux, professionnels, pour les acteurs territoriaux, et vous, mutuelles aussi, me semble-t-il, sur le terrain. Plus de liberté, ça veut dire moins de contraintes inutiles. Il faut des normes, il faut des règles, mais c'est ce sujet-là qui me semble posé. Monsieur Larcher évoquait à l'instant à quel point les fractures fragilisent notre société. Mais pendant cette crise sanitaire, pendant le confinement, on a vu aussi émerger de nouvelles solidarités, de solidarités du quotidien. Monsieur Baudet, comment voyez-vous ces dynamiques qui peuvent être contradictoires ? Le président Larcher vient de
vient de le dire, finalement, la crise sanitaire, elle a révélé, avec peut-être plus d'acuité encore, des fractures qui préexistaient à la Covid. La crise, elle a touché plus durement les personnes déjà malades. Obésité, hypertension, par exemple. La crise a touché plus durement les territoires où vivent en plus grand nombre des personnes âgées, où vivent en plus grand nombre des personnes socialement fragiles, des personnes en plus grande précarité, avec les conséquences que l'on connaît en matière de logement, en matière de sous-emploi, en matière de difficultés d'accès aux soins. Et naturellement, dans ces territoires où on a des populations plus fragiles, c'était plus difficile notamment de mettre en place les bonnes organisations, de faire prendre conscience des gestes barrières, de mettre en place les bonnes actions de prévention. Donc il y avait des fractures préexistantes, effectivement, qui sont apparues peut-être de manière plus visible encore. Mais en effet, globalement, nous avons tenu. La société a tenu, et si nous avons collectivement tenu, c'est parce qu'il y a des solidarités nouvelles qui se sont organisées. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et le président Larcher y a fait référence, ce sont d'abord les solidarités entre professionnels de santé eux-mêmes. En mutualité, on gère beaucoup d'EHPAD. On avait beaucoup d'EHPAD dans lesquels on avait des personnels soit atteints du Covid, soit suspectés du Covid, et qui naturellement ne pouvaient pas rester dans l'établissement au risque de contaminer les personnes âgées, vulnérables, fragiles. Eh bien, il y a eu des élans de solidarité extraordinaires. Les autres établissements, des établissements de SSR, des établissements pour personnes en situation de handicap étaient fermés, et j'allais dire que spontanément, c'est comme s'il y avait une réserve sanitaire qui s'était organisée. Des professionnels de santé, des professionnels d'accompagnement sont venus prêter main forte dans les EHPAD à leurs collègues. Et naturellement, ce qui s'est réalisé de manière importante dans les établissements mutualistes, ça s'est réalisé dans l'ensemble des établissements de notre pays, publics, privés, quelle que soit la nature des établissements. Donc il y a eu des solidarités nouvelles entre professionnels de santé. Et puis des solidarités entre Français eux-mêmes, comme vous l'avez dit, Président, dans les villes, dans les campagnes, d'un seul coup, on a été plus attentif à ses voisins, notamment aux personnes âgées, on a pris de leurs nouvelles, on a porté des repas. On s'est intéressé peut-être, comme on ne l'avait jamais fait, aux commerçants de proximité qui, eux, étaient toujours là pour nous servir. On a discuté avec eux et les mutualistes ont pris leur part. On a passé des milliers d'appels de courtoisie à nos adhérents les plus fragiles. D'une certaine manière, on a pris soin les uns des autres, la société a pris soin de chacun, et je trouve que dans la difficulté, à certains moments est apparu tout le potentiel d'une société de la bienveillance, de l'attention à l'autre. Moi, je forme le vœu que ces élans de générosité, de bienveillance, ces solidarités nouvelles ne s'évanouissent pas avec peut-être le retour demain au monde nouveau, ou au monde d'avant, si tant est qu'on puisse retrouver le monde d'avant, rien n'est moins sûr. Notre corps social, malgré la crise, a résisté, a tenu dans cette période difficile, mais notre système de santé a été bousculé. Monsieur Larcher, de nombreux acteurs, observateurs considèrent qu'il faudrait faire plus confiance aux acteurs de terrain, faire plus confiance aux collectivités territoriales, bref, plus décentraliser le pilotage et l'animation de notre système de santé. Partagez-vous ce point de vue ? D'abord, revenir. Moi, je me suis retrouvé dans votre journal de crise, journal d'une crise, cher Président. Vous venez de prononcer un mot, solidarité nouvelle. Je pense qu'elles peuvent permettre de reconstruire des éléments de confiance. Parce qu'il y a dans toute crise, dans toute difficulté, comme disait La Rochefoucauld, des hommes ou des femmes d'esprit peuvent bâtir quelque chose. Et je pense que cette confiance, elle doit nous conduire à une forme de respect collectif et d'attention collective. Sur les acteurs de terrain, sur le Ségur de la santé, permettez-moi de commencer par là, ça a été une réponse à l'urgence. L'urgence de revaloriser les métiers du soin. Mais si, comme le président Milon l'a écrit dans son rapport que nous avons transmis au président de la République,
il n'y a aucune réforme de structure. Je crois vraiment que nous n'aurons pas tiré la leçon des difficultés. C'est vrai, l'hôpital privé, l'hôpital public, la médecine libérale, des infirmières, des aides-soignantes, tout ça a tenu, mais dans des conditions parfois où il faut se dire que ça a tenu. Mais parfois, nous avons sans doute manqué aussi. Je ne voudrais pas l'évoquer, il y a des commissions en cours. Je crois que la réponse, elle est aussi dans les 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales que le Sénat a déposé début juillet, qui a été, on y travaillait depuis des mois et des mois, bien avant la crise sanitaire, une des propositions demandées par le président de la République aux deux assemblées, le président Ferrand et moi-même, une des propositions pour le plan de relance. Je crois que le temps est venu, et je suis, me semble-t-il, sur une ligne assez comparable à la vôtre, qu'il faut aller vers une décentralisation de notre système de santé. Décentraliser, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un certain nombre de choses qui appartiennent au bien commun de la République. Faire confiance aux acteurs, je le redis, c'est la seule manière de le faire. Action en commun, la ville, l'hôpital quel qu'en soit le statut, action en commun public-privé. J'ai proposé, je veux dire nous avons proposé, d'ailleurs l'ensemble des présidents des groupes politiques, dans ce rapport, d'aller vers une forme de régionalisation du système de santé, par exemple en donnant la présidence du conseil de surveillance de l'ARS au président de la région, en décentralisant et en déconcentrant les crédits du fonds d'intervention régional. Peut-être procéder par la voie de l'expérimentation. Pas toutes les régions à la fois, mais en tirer quelques enseignements. Le rôle du département aussi sur le médico-social me semble devoir être conforté. Alors le gouvernement nous annonce un certain nombre de textes. Au Sénat, nous avons déposé des propositions de loi. Nous entamerons, dès le mois de novembre, l'examen d'un texte sur la différenciation et donc l'expérimentation. Et puis au printemps, nous irons plus loin en matière de décentralisation. Ce sujet est sur la table, sera sur la table, fait partie des propositions des sénateurs, dépassant d'ailleurs les clivages politiques. Et puis on aura la question de la réforme de l'autonomie, qui est un sujet qui nous est annoncé. On prévoit beaucoup de dépenses supplémentaires. On ne prévoit pas toujours les financements correspondants aujourd'hui. Je le dis au président. Le cinquième risque ne doit pas être le cinquième trou de notre système de protection sociale. Mais là, j'anticipe peut-être. Nous y reviendrons dans quelques instants. Plus de décentralisation, faire confiance aux acteurs de terrain. Concrètement, M. Baudet, comment on s'y prend pour mieux animer, piloter notre système de santé au niveau territorial? Ce qui est sûr, c'est que la réponse aux situations humaines, elle se trouve, elle s'invente, elle se met en œuvre au plus près des personnes, au plus près des territoires. Et pour ce qui nous concerne, moi j'ai toujours dit que mutualité ne peut que rimer avec proximité. Et après la période que nous avons traversée, ma conviction n'en est que renforcée. Moi, ce que j'ai observé, là d'où je suis, comme vient de le dire le président Larcher, c'est que les acteurs ont su sortir des carcans administratifs et ont su coopérer, inventer et trouver des solutions. J'ai beaucoup d'exemples de territoires où c'est la réalité. L'hôpital public ne connaissait pas sur le territoire l'hôpital privé, fût-il lucratif ou non lucratif. Alors si ça a été inégal selon les territoires, le plus souvent, globalement, après une période de tâtonnement, les complémentarités se sont organisées et l'ensemble des acteurs du territoire a su répondre présent pour faire face aux situations auxquelles il fallait faire face. Il y a eu de l'invention extraordinaire. Là, j'ai un exemple parmi beaucoup d'autres. Je crois que c'est à Rodez, dans l'Aveyron, où les services de l'État, l'ARS, l'hôpital public, les mutualistes ont su en peu de temps
se réunir et organiser des équipes mobiles pour aller faire du dépistage sur le territoire. C'était prévu dans aucune procédure, personne n'y avait jamais songé, ils se sont organisés. Donc moi, la conclusion que j'en tire, la conclusion que les mutualistes en tirent, c'est qu'il faut faire le pari des acteurs et le pari des territoires. Président Larcher, vous avez commencé en évoquant le Ségur de la santé. Moi, je veux finir en évoquant le Ségur de la santé, parce que nous avons essayé de faire un certain nombre de propositions, et parmi les propositions, on avait 2 propositions fortes, je crois, qui vont dans le sens d'un renforcement des prérogatives des collectivités territoriales. Je pense, pour ne pas être sur les mêmes exemples que ceux que vous avez pris et dans lesquels je me retrouve, je pense aux plans régionaux de santé et je pense à la prévention. Quand il est question des plans régionaux de santé, aujourd'hui, les élus sont simplement consultés. Demain, naturellement, les élus, les acteurs du territoire, c'est notre conviction, ne doivent pas seulement être consultés, mais doivent être partie prenante, doivent être garants de ces plans régionaux de santé. Et il faut aller beaucoup plus loin que là où nous en sommes aujourd'hui. Et puis la prévention. J'ai envie de parler de prévention parce que, là, écoutez, tous les ministres de la Santé ont tous fait de la prévention leur priorité. La prévention, dans les faits, aujourd'hui, c'est le parent pauvre de notre système de santé. On n'a pas de culture dans notre pays de santé publique. On n'a pas de culture de prévention. Et aujourd'hui, alors qu'on n'est pas sorti du Covid, on voit bien que, par exemple, la question des gestes barrières, le lavage des mains, la bonne attitude à adopter, c'est bien le sujet majeur. Et bien, vous savez, la prévention, c'est naturellement le sujet des professionnels de santé, mais pas uniquement. La prévention, c'est aussi la question des éducateurs, des enseignants. Mais la prévention, ça touche aussi toutes les politiques territoriales. Comment parler de prévention si on ne pense pas l'aménagement de la ville, si on ne pense pas les politiques de transport? Donc pour pouvoir faire de la prévention véritable, il faut je crois qu'il faut en faire un vrai sujet politique, au sens noble du terme. Il faut mettre les acteurs concernés autour de la table pour construire ensemble. Et je pense que la région, par exemple, la région nous paraît être un bon outil, un bon échelon, pour pouvoir développer des politiques de prévention véritables. Donc deux propositions de la Mutualité française, parmi d'autres, qui montrent que si naturellement nous pensons qu'on a toujours besoin d'un État fort et que l'État a des prérogatives importantes, encore une fois, il faut faire le pari des territoires, le pari des acteurs, le pari des élus, le pari des collectivités territoriales. Alors justement, Monsieur Baudet, la crise sanitaire révèle aussi à quel point il est important de prendre soin de nos aînés. La réforme du grand âge est perçue, annoncée comme une des grandes réformes du quinquennat. Selon vous, quelles sont les conditions pour réussir cette réforme? Alors d'abord, je m'inquiète, parce que ça fait longtemps que nous en parlons. On en parle aujourd'hui comme une réforme de fin de quinquennat. Et comme on a été parfois, comme on a un peu d'expérience, maintenant on sait que parfois les réformes de fin de quinquennat, elles peuvent un peu passer à la trappe. Donc, mais nous, on est très attachés à une réforme du grand âge parce que la crise l'a montré. Nos aînés ont payé un lourd tribut à la crise. Je crois que plus de la moitié des décès sont des décès dans les EHPAD. C'est un sujet qui concerne l'ensemble de la société française. Ça concerne naturellement les personnes dépendantes, mais ça concerne aussi tous les aidants. En ce sens, ça concerne toute la société française. Et on sait qu'il y a urgence avec l'arrivée au grand âge, au très grand âge, des générations nombreuses du baby-boom. Les sujets sont majeurs. On l'a vu pendant la crise, en dépit de l'engagement extraordinaire des femmes et des hommes qui sont intervenus dans les EHPAD et au domicile. On sait qu'aujourd'hui, il est difficile de recruter dans les EHPAD au domicile. Donc il y a un vrai sujet sur la revalorisation des carrières, sur le fait de rendre ces métiers attractifs. C'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui me paraît très important. On voit bien que nos concitoyens, ils ont envie le plus longtemps possible d'exercer leur libre choix. Et la question du domicile est majeure. Donc comment est-ce qu'on peut demain imaginer de nouvelles offres médico-sociales qui vont permettre notamment de soutenir le plus longtemps possible les aînés à leur domicile. Donc c'est un sujet important. Et puis il y a un troisième sujet
qui est un sujet de reste à charge. Tout ça, ça a un coût pour les Français, notamment quand ils sont hébergés en EHPAD. Mais à domicile aussi, quand on met en place des dispositifs de manière continue, le coût est très élevé. Donc pour toutes ces raisons, on a besoin d'une grande réforme. Vient d'être annoncée la création d'une 5e branche. Nous y sommes naturellement favorables. Nous, mutualistes, nous pensons que c'est d'abord un sujet de solidarité nationale. Et cette 5e branche, elle porte en germe le fait d'identifier, de flécher et de pérenniser un certain nombre de financements. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais là encore, c'est un enjeu considérable. Il va falloir mobiliser des montants importants. À ce jour, sur ce plan, nous, mutualistes, nous sommes, j'allais dire, très déçus des annonces qui sont faites. Et nous pensons qu'il faut trouver, là je suis sur le plan du financement, un mix de solutions. Et encore une fois, si les financements, je ne sais pas comment on va les qualifier, les financements de solidarité nationale doivent être les financements premiers, on peut, dans un mix de financement, trouver une place pour une assurance dépendance généralisée dès lors qu'elle serait solidaire. Les mutualistes, on y travaille, fait tout à fait nouveau. On y travaille avec l'ensemble de nos confrères, avec les assureurs, avec les groupes de protection sociale. J'espère au moins que dans les débats qui s'ouvriront, on pourra être entendu et essayer de faire valoir notre proposition. Monsieur le Président, Monsieur Baudet l'évoque à l'instant, la question du financement, la création de cette nouvelle branche va être au cœur de cette réforme du grand âge. Comment créer du consensus autour de cette réforme où aussi des jeunes générations vont être amenées à financer ce 5e risque? Je crois à la solidarité entre les générations et non à l'opposition entre les générations. Une petite tentation qu'on a eue dans cette crise. On aurait sacrifié l'économie et les jeunes pour protéger les aînés. Et puis aujourd'hui, on ferait l'inverse. Je pense que là-dessus, il faut qu'on soit très attentif. Je crois que la solidarité a permis de construire notre modèle social. Et j'allais dire, d'où qu'on soit, quand on croit à la République, et quelle que soit notre sensibilité politique, c'est quand même la solidarité qui a construit notre modèle social. Solidarité entre bien portants et malades, solidarité entre actifs et retraités, solidarité aussi au titre de la politique familiale qu'il ne faut pas oublier. Et il me semble que la solidarité, c'est au fondement des valeurs de la mutualité, y compris de la mutualité santé et d'autres formes de mutualité. Je voudrais, sur le problème des chiffres, dire, j'ai bien entendu, Président Baudet, mix de solutions, mix de financement. Nos dépenses publiques, c'est une réalité, représentent une part considérable de notre PIB. Nos dépenses d'autonomie sont aujourd'hui autour d'un 4, un 5 de notre PIB, et quand on le compare avec un pays d'Europe du Nord, la Suède, c'est la moitié. Mais en même temps, pardonnez-moi de cette expression qui est un peu moins à la mode aujourd'hui, nos dépenses publiques de retraite sont le double de la Suède quasiment. Et donc on a un sujet. Voilà pourquoi je pense que ce mixte-là, il faudra bien qu'on l'aborde. Il faut aussi regarder ce qu'on consacre aux dépenses d'éducation, indispensables pour l'avenir, et en même temps nos résultats en matière d'éducation. Je crois qu'il va falloir qu'on ait des restructurations d'organisation qui ne sont plus adaptées. Il va falloir à un moment quand même regarder l'état des dépenses. Et je pense que c'est ainsi qu'on peut reconstruire une confiance, notamment envers les jeunes générations, pour montrer que celles auxquelles s'exprime la solidarité n'ont pas été des cigales, elles ne sont pas des cigales. Et je crois, peut-être ce sera mon dernier mot, je constatais cette perte de confiance. Je crois que la confiance, c'est le pilier de l'organisation démocratique. La confiance, ça n'exclut pas le débat, ça n'exclut pas les interrogations, ça n'exclut pas les doutes. Et dans ce pays fracturé, je reviens au début de mon propos, aujourd'hui, c'est une des responsabilités d'une assemblée qui représente les territoires, c'est comment
on est des assembleurs d'un pays qui se fracture, j'allais dire d'un puzzle, et comment on réassemble le puzzle. En tous les cas, moi je souhaite le meilleur pour vos journées sur la mutualité. Dans ma vie antérieure, j'ai présidé l'hôpital public. J'ai constaté dans la crise que nous avions besoin de toutes les formes d'organisation, publiques, privées, solidarité, libéraux, salariés engagés dans tous les domaines de la santé et de l'accompagnement. C'est plutôt, me semble-t-il, dans ces retrouvailles-là qu'on pourra reconstruire la confiance. Merci pour cet échange qui ouvre des perspectives pour notre journée de travail. Merci, Monsieur le Président, pour votre accueil au Sénat.